Dans les commentaires les plus hilarants sous ma dernière vidéo il y a: on est trop content de te revoir mais vraiment ton appart. Parce que vous pensez que c'est un choix? Bon, je pense qu'au bout de 6 ans, ça l'est un peu. À chaque nouveau jour que je passe dans cet appartement, je comprends de plus en plus réponse. Et on a la même chevelure en plus, PP 30 pouces. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit dans une semaine. Quel jour sommes-nous? Une semaine. Et j'ai bien peur que YouTube soit devenu une nouvelle fois une hyperfixation. Mais à ce stade, je prends, j'accepte et je suis même content et reconnaissant. Merci pour vos retours, pour vos boosts, pour vos messages, pour tout. Je vais me la fermer parce que ces discours-là, juste pour essayer de pousser les relations parasociales que nous avons déjà en plus. Mais d'ailleurs maintenant que vous êtes là, alors cherche studio de plus de 25 mètres carrés si possible avec une chambre. Non, j'aimerais trop changer d'appart, mais je suis désolé, les prix à Paris sont fous. Alors qu'on soit bien clair, hein, les prix sont un problème, mais c'est pas ça le plus gros. Ça fait 8 ans que j'ai ces lunettes de vue. J'ai dû scotcher le truc, enfin, tu repousses même tes rendez-vous au petit cire. De quoi tu parles du prix là, enfin, espèce. Je suis à ça de déménager à Lille ou de retourner en Normandie, dites-vous. Bon. Et vous savez quoi, pour une fois que mon appartement va me servir à quelque chose, il va me servir de transition. Est-ce que vous avez vu le projet des appartements de 9 mètres carrés? Le projet, je cite, Orient Express. Le défi ici, c'est que les espaces sont vraiment minuscules. Alors pour maximiser au mieux le moindre mètre carré, on a décidé avec Serena de s'inspirer de l'Orient Express et de la façon dont ils aménagent leur cabine. Un projet à l'initiative de Atom qui rénove des chambres de bonne parisienne. Si vous n'êtes pas tombé sur ces deux TikTok absolument lunaires, déjà vous ratez. En ces derniers mois de macronisme, il en faut peu, hein, vraiment personnellement, pour me divertir. Je vais vous résumer le projet très rapidement. C'est rénover 3 chambres de bonne de 6 mètres carrés. On transforme 3 appartements de 6 mètres carrés à Paris en 2 sublimes suites, évidemment inspiré de l'Orient Express, ce train là. Chouchou, am I right? Moi qui essaye de captiver mon audience autiste. Je ne fais rien de mal, je ne fais que rétablir la vérité. Et tout ça est présenté par un TikTok d'une architecte qui va s'occuper de la rénovation des lieux, enfin de faire les plans, enfin ce que font les architectes, je n'en connais pas personnellement. Et en fait ce qui me choque là-dedans, c'est pas les appartements de 9 mètres carrés parce que, enfin, on a tous essayé de chercher un appartement en ville. Mais moi ce qui m'a fait le plus rire, slash consterné, c'est vraiment le vocabulaire utilisé. Des appartements cosy, bien arrangés. Et après elle montre les appartements en question. Enfin, même Harry Potter sous sa cage d'escalier avait plus d'espace. Et en plus il me semble que 9 mètres carrés c'est le minimum légal. Et vraiment je crois que la cerise sur le cake, c'est juste cette décision de faire 2 appartements plutôt que de faire un grand appartement de 18 mètres carrés, enfin grand. Vous voyez bien que la barre parisienne est au sol. Hein. Ici on n'a pas vraiment de critères, en même temps on n'a pas le choix. Et les agents immobiliers vont très vite te le faire comprendre en ne te répondant pas. Dans les commentaires elle dit que c'est la copropriété qui n'a pas accepté le projet de faire un appartement de 18 mètres carrés. Arrête. La prochaine étape c'est de nous expliquer que les retraites coûtent cher, que la sécurité sociale c'est compliqué, enfin oui on connaît le discours. Et à ce premier TikTok s'ensuit un deuxième où elle répond à un commentaire qui évidemment se préoccupe du fait de bien vivre dans un appartement de 9 mètres carrés, on le rappelle. Est-ce que c'est possible de vivre correctement dans 9 mètres carrés? C'est un énorme débat, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça. Et sa défense c'est de présenter un appartement de l'entreprise Atom. Voilà ce que ça donne quand on entre dans l'appartement, c'est hyper lumineux. Ça a été refait par un architecte professionnel et ça se voit, il y a plein de détails qui ont été pensés sur mesure, je trouve ça sublime. Et à un moment elle ouvre un placard et donc on découvre une malheureuse cuisine où elle dit bah voilà, une cuisine avec tout. Il y a un lavabo, une machine à café. D'accord, il y a même pas de plaque. J'ai pas pu voir de plaque, il y a pas de four, il y a pas de micro-ondes, il y a rien. Et on a tout ce dont on a besoin, il y a la cuisine avec machine à café, évier, robinet, enfin bref, tout. Après elle te montre la salle de bain, ouais, une salle de bain et puis elle met un peu l'accent sur les toilettes pour dire bah vous voyez quand même il y a les toilettes. Mais elle le dit pas vraiment, vous voyez, elle l'insinue. Il y a une vraie douche avec un vrai toilette juste là. Mais surtout elle dit cette phrase: en tant qu'archi, je vois ça comme une expérience archi créative. En tant qu'archi perso je vois ça comme une expérience hyper créative, il y a tellement de choses à penser et à faire, j'ai trop hâte de vous montrer. Dites-moi si vous ça vous intéresserait de vivre dans un appartement Atom. Et je pense justement que c'est bien le problème. Les personnes qui regardent le TikTok se mettent à la place des gens qui vont vivre dans un 9 mètres carrés parce que c'est probablement des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui savent que s'ils décident un jour d'aller dans une grande ville, ce seront ce genre d'appart qu'ils fréquenteront. Et encore parce que je pense qu'ils sont tellement bien rénovés et tout que les agences de location choisissent les profils comme si c'était un appartement de haut standing. Parce que vu les standings parisiens par exemple, c'est un appartement malheureusement de haut standing. Peut-être qu'on en a besoin. D'une révolution. J'ai beaucoup rigolé parce que bon, avec le temps, on s'habitue finalement au cynisme un peu. Et en plus, si vous demandez l'entreprise Atom là, vous la connaissez parce que vous avez vu passer un TikTok, justement je crois du fondateur d'Atom, et il montrait le même appartement qu'elle dans le deuxième TikTok. En fait, je me demande jusqu'où on va aller. C'est tellement déshumanisant. Même moi, enfin avec mon 18 mètres carrés, bah enfin finalement je suis tellement bourgeois, j'ai vraiment le double. Puis de toute façon déjà, habiter à Paris est un luxe. Hein. Moi personnellement, le petit espace, ça me dérange pas tant que ça. Mais là par exemple, mon voisin est parti pendant une semaine en vacances, je le sais puisque je ne l'entendais plus. Et là j'ai entendu tout à l'heure arriver avec sa valise. Vous allez peut-être l'entendre rigoler bientôt. Je l'entends jouer avec ses potes en ligne. Enfin, je sais tout ça. J'entends s'envoyer avec sa copine. Hétéro? Ouais, c'est ça, hétéro. Oh ma pauvre. Juste vivre l'un avec l'autre, mais pas vraiment. Enfin, et je peux pas me résigner à une coloc parce que le problème c'est que j'ai une personnalité qui est assez
comment dire ça gentiment, de taré, Correct. de malade mental, Correct. dans le premier sens du terme vraiment. Je vais finir cette histoire très rapidement, mais vraiment les propriétaires, je vous souhaite des choses. Déjà dans mon monde, bon on devrait pas être propriétaire, mais propriétaire d'un foyer. Déjà les multipropriétaires, les machins, les projets de rénovation et tout, va te faire voir. Trouve-nous une passion, mets-toi à la lecture, prends une carte pâtée, j'en sais rien, mais le fait qu'à un certain moment de ta vie, ton projet, ce soit de choper l'argent des gens, en les faisant vivre dans des conditions horribles, bon pas forcément horribles, juste dans des petits appartements, enfin personnellement j'aime bien vivre dans un petit espace si on oublie l'isolation, mais en les louant trop cher, les propriétaires qui viennent sur les réseaux sociaux pour se plaindre de leurs locataires. Il y a une vidéo sur laquelle j'étais tombé d'une propriétaire dans sa voiture qui disait en mode non mais en fait là ma locataire elle me loue plus depuis des mois, mais en fait moi je comprends pas, il y a des fois il faudrait s'empêcher de manger. Vous êtes beaucoup à normaliser le fait de ne pas payer son loyer. Il y en a beaucoup aussi qui me disent nous on préfère manger que de payer le loyer. En fait vous êtes en train d'expliquer que vous préférez avoir des dettes de loyer juste parce que vous voulez manger. Il y a des associations, il y a les Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire. Et dans le pire des cas vous allez faire les poubelles. Excusez-moi mais quand on a faim on va faire les poubelles, je suis désolée. Tu penses sincèrement que ta locataire qui paye pas le loyer c'est parce qu'elle a pas envie de payer le loyer? Je pense qu'il y a un truc où quand tu passes la barre d'être propriétaire, tu deviens automatiquement pas un sac à merde, pas un sac à merde. Parce que en vrai, je pense qu'il y a des très bons propriétaires. Non. Non, je pense qu'il y a des propriétaires normaux. Non. Disons, enfin décents, humains. Non. Sous ma dernière vidéo, oui encore celle-ci, en même temps j'en ai sorti une en un an, on m'a appelé Juré Camille et en fait j'avais pas compris la ref avant que des personnes m'envoient. Ah ah, la question piège. Est-ce que j'oserais y répondre? J'ose pas. Déjà je ne connaissais pas le nom de scène, le nom de web de cette diva. Et j'ai appris par la même occasion que du coup elle avait apparemment arrêté les vidéos. Je t'en supplie reviens. J'adore le Nutella. Ah, je pourrais en manger toute la journée. Ah, trop bon. Et ça m'a fait tellement rire. En fait j'avais oublié à quel point vous étiez drôle. Et même vos retours par rapport à mes lectures, ça m'a vraiment beaucoup touché. On en a mais rien à foutre. Et je vous jure que j'ai tellement envie de lire le livre de Sarkozy. Qui d'ailleurs rêve d'être un blogueur. Sa fille est en train de devenir influenceuse. Elle est en train de vendre des gâteaux sur Snap. Mais je vous assure que lui, autant des blogs, c'était soit la présidence, soit ça. Et je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il soit blogueur. Il aurait fini par être pote avec Thibaut Inchep, quoi, à la limite. Évidemment, j'achèterai pas ce livre. T'as passé 3 jours en prison, s'il te plaît, dans une cellule bien, je t'en supplie. Et puis, à la limite, fais un compte TikTok. Mais si je le trouve par hasard en occasion, ou sinon, j'irai à la bibliothèque. Parce que je sais que sous ma vidéo, on m'a aussi parlé d'aller à la bibliothèque. Et ça, c'est prévu. C'est juste que là, pour l'instant, c'est un peu les débuts de la lecture. Donc, j'aime bien me promener en librairie. J'aime bien checker les livres. J'aime bien me constituer ma petite bibliothèque. Mais évidemment qu'il y a un moment où j'irai en bibliothèque. Parce que le fait est que mon compte bancaire n'est pas infini, hein. Ou alors, je pense que je peux le trouver en ligne. Et si vous saviez à quel point je bouillonnais sur mon canapé quand tout ça s'est passé, parce que l'hypocrisie de ses partisans, eux qui étaient là à avoir la même attitude que les gens qu'ils pointent du doigt, à savoir juste être animés par ses idées, se battre et militer pour des choses auxquelles on croit. Alors je parle pas de eux, hein, parce que eux en l'occurrence ils se battaient et militaient pour Sarkozy. Ça disait qu'il était innocent alors qu'il a quand même plusieurs affaires. Ça lui a envoyé de l'argent en prison. Je vais répéter, Sarkozy, qui doit potentiellement être millionnaire, millionnaire, il est multimillionnaire, a reçu de l'argent de ses partisans. Est-ce qu'on marche sur la haie? Je crois bien. Entre ça et la relation de Bardella là, avec la princesse qui fait boue, déjà pour un parti qui se déguise un grand défenseur des droits des plus précaires, des ouvriers, je trouve ça assez comique hein, de sortir avec une princesse. Mais bon surtout, je vais même pas adresser l'éléphant qui est dans la pièce, parce que ce serait vraiment pas woke de ma part, mais... Tu es plutôt slip ou caleçon? T'aimes bien les slibards, toi. Culotte. Ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est vraiment les photos des paparazzi. On aurait dit vraiment les shoots qu'on faisait au collège ou au lycée dans les champs pour après poster sur Facebook. Enfin, faites au moins les choses bien. Payez Aquababe, Jérém Star, Sam Zira. Sachez au moins utiliser les nouvelles technologies. Et le fait que les gens étaient choqués quand il a admis que c'était un shoot, ils savaient qu'ils étaient là les paparazzi. Bah de toute façon oui, ils savaient puisque c'est un faux couple. Enfin mais... Bon, je serais si peu surpris qu'il sorte un girlfriend tag sur TikTok ou qu'il fasse une trend TikTok avec elle. Je soutiens la sodomie. Imbécile! Je pense qu'on est absolument pas prêt de tous les contenus qu'il va sortir sur les réseaux sociaux quand il se présentera au présidentiel de l'année prochaine. Enfin, si c'est pas Marine Le Pen. La situation est cauchemardesque. Et puis, quand j'ai vu le shoot, je me suis dit, bon, il va aller sur quelle époque, là, l'émission présentée par Léa Salamé. Mais non, il a carrément directement été invité au JT de France 2. Bah, lui-même présenté par Léa Salamé. Est-ce une coïncidence? Non. Il est venu parler de la difficulté d'être suivi par les paparazzi. Alors déjà, excusez-nous, je lis pas devant le restaurant à Paris. D'ailleurs, qui est maintenant mon lieu de pèlerinage. Quand je fais mes balades en Dingo le soir, je passe devant ce restaurant. Mais surtout, il demande à être jugé sur ses idées dans la séquence que j'ai vue de lui sur France 2. Mais c'est quelle idée précisément? Le racisme? Non. Ouais, c'est ça. Et en parlant de quelle époque, je vais même pas parler de Hélène Mercier Arnaud, la femme de Bernard Arnault, qui est d'ailleurs pianiste, bref. Et c'est pendant sa promo en plus de son nouvel album qu'elle a sorti cette dinguerie sur les SDF.
que je vais dire va peut-être vous choquer. Les SDF, j'y pense pas tous les jours. Bon alors déjà personne n'est choqué ici. Là c'est paroles, c'est elle à RTL et c'est un extrait coupé et qui a ensuite été sorti par je crois Mediapart. La première fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivé à Paris. C'est aussi j'ai l'impression un choix de vie. Un choix de vie avec des gens qui se sont retrouvés, qui avaient des choses, qui ont décidé de lâcher la société. C'est un retrait du monde. Et évidemment ensuite a été invité à quelle époque de Léa Salamé pour venir nous faire un discours. Il faut bien se dire que le montage n'est pas du tout bien fait, hein. Il y a beaucoup de choses coupées là-dedans, c'est juste des parties qu'on entend. Et là, quand il m'a parlé des SDF, j'ai eu un espèce de retour en arrière de ma vie. Et quand j'avais 16 ans, et où j'habitais avec ma sœur à Nanterre, et où elle avait un amoureux SDF. Elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER à Nanterre. Donc tout de suite, ça m'est venu, ça, quand il m'a parlé de ça, j'ai eu besoin de dire, j'y pense pas tous les jours, parce que c'était insupportable tout d'un coup, cette violence. Alors je suis désolée de pleurer à la télévision. Allez, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Excusez-moi les moustiques. Mais c'est tellement horrible déjà de choisir de parler de cette histoire pour que les gens arrêtent de te répéter tes propres propos sur les SDF. En fait ça m'énerve qu'à chaque fois, quelle époque c'est qu'une émission parmi tant d'autres, hein, mais qu'on invite à chaque fois les personnalités publiques dès qu'ils ont besoin de gérer une crise et qu'on leur laisse déblatérer des discours qui, quand tu creuses, ce sont tous des enfants de bourgeois pour la plupart. Évidemment tu vas avoir 2-3 exemples de vie qui vont servir à la droite et pour te dire que vous voyez, la méritocratie ça existe. Puis après tu vas sur la page Wikipédia et tous les noms sont en bleu. Mais ce qui m'énerve le plus dans cette histoire c'est qu'on n'entende même pas les principaux intéressés. On la laisse déblatérer ces histoires dont tout le monde se tape. La vie c'est tout simplement prendre les choses avec légèreté, admirer, regarder autour de nous, le ciel, le soleil, la nature. Mais les personnes en situation d'extrême précarité, elles sont laissées là, à la rue. Je vous renvoie ici à Utopia 56 qui est une association humanitaire. Vous pouvez devenir bénévole, vous pouvez faire un don, que ce soit mensuel ou ponctuel. Je les cite, ils viennent en aide aux personnes victimes de la rue et des politiques aux frontières et militent pour défendre les droits, l'égalité et la dignité humaine. Vous pouvez aussi vous inscrire à leur newsletter pour rester informé ou aussi vous rapprocher de l'association locale de votre ville. On est choqué 3-4 jours mais de toute façon on passe à autre chose puisqu'il y a un nouveau dérapage de ces news comme si, bon, ce ne sont plus des dérapages, hein. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale, un nouveau dérapage d'un politique, un ceci, un cela, une nouvelle info. En fait on est tellement assommé par les nouvelles et c'est aussi pour ça que je suis très content maintenant d'avoir un temps d'écran sur mon téléphone de moins de 3 heures parce qu'en fait je vais chercher les infos les plus essentielles, à savoir enfin les infos qui m'intéressent, genre politique, des pop stars, de la pop culture de manière générale, et après je pose mon téléphone parce que déjà ça me permet de plus digérer ces informations et de beaucoup plus peser leur importance parce qu'avant en fait c'était noyé dans ma tête par plein d'infos qui étaient envoyées comme ça quand j'allais sur TikTok, quand j'allais sur Twitter et tout. Je fais toujours ça hein, mais je le fais beaucoup moins qu'avant et du coup je prends plus les informations en considération, enfin je ne les prends plus que comme information. Après évidemment là je me suis entendu à la troisième personne comme si j'étais au bout de la pièce, bon à savoir à 2 pas. Et c'est encore une fois un discours de petit bobo. Je suis pas du tout par l'argent, par mon patrimoine, mais par le fait que mon activité soit littéralement digitale, soit des vidéos YouTube, des TikTok, etc. Enfin bon, voilà, il y a un moment, il faut l'accepter. C'est aussi et surtout ce temps que j'ai en plus qui me permet d'avoir ce discours sur les informations que je vais plus trier et digérer. Avoir du temps est un vrai privilège, surtout dans notre société. Bon après à chaque fois que je dis ça, on me dit non mais je te rassure, t'as une vie catastrophique, hein, on la veut pas ta vie. Normalement le métier d'influenceur c'est de nous donner envie, et toi pas du tout. Évidemment c'est dit un peu plus gentiment, enfin ça se veut plus gentil, mais c'est à peu près ça qui est dit. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Il est vrai que je ne fais pas des vidéos, je trie mon dressing tous les 4 jours, que je vous présente pas mon appartement de 150 mètres carrés avec des moulures, et que je vous fais pas des séries de vidéos sur l'ameublement de mon appartement. Vidéos que je regarde avec grand plaisir. Quand c'est des gens que j'aime bien. Mais là j'avoue que c'est sur quelle vidéo d'influenceur que je suis tombé? Je crois que c'est Sullivan mais je suis pas sûr. Jusqu'à quand vont-ils trier leur dressing? C'est un truc infini. Vous recevez des vêtements gratuitement, vous achetez des vêtements à côté de luxe, littéralement pour la plupart, ou en tout cas de très bonnes marques, et à côté vous allez au défilé de mode, faire des stories, faire des petits vlogs et tout pour montrer la vie que personne n'aura. Ce qui en soi de base était le rôle des journalistes hein, ou des grosses célébrités qui étaient invitées. Enfin je trouve qu'il y a tellement de points hypocrites dans l'histoire. Quand vous faites des partenariats avec des marques, ça va vraiment de Shein aux marques Inditex, à des nouvelles marques, etc. C'est toujours des vêtements qui sont peu chers, et encore ça dépend, avec des matériaux, non parce que les matériaux des vêtements c'est une folie, et de toute façon quand tu vas en fripe ou que tu t'habilles sur Vinted, tu vois vraiment hein, à quel point les matériaux se sont... Ouf. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. La qualité n'est pas du tout la même. Enfin, t'achètes un pull sur Vinted, un pull qui date d'il y a 20 ans. Tu vas dans je ne sais quelle boutique maintenant. J'aimerais savoir pourquoi le pull a une matière de serviette de bain. Mais donc, ils vont faire des partenariats avec des marques qui coûtent très peu cher. En mode, c'est pour vous les amours, les petits codes promo, les petits machins. Mais après, eux, ce qu'ils vont porter, c'est que des marques de moyenne gamme. Et ensuite, ils vont te faire un je trie mon dressing. Et en fait, ça va être 3-4 marques de luxe des fois. Et puis, je vais les vendre pas cher en plus. Et puis, ça m'énerve cette petite carotte là. Et puis, la moitié, en fait, c'est les vêtements qui sont reçus déjà. Sans même parler de l'utilisation de l'application Whatnot, que par exemple, Fleur et compagnie adore utiliser. Là, je vais lancer l'enchère. Vous avez 10 secondes pour surenchérir pour ce petit gilet. Donc là, il est passé à 19 €. Voilà les filles, celui-ci c'est vendu. Qui permet de vendre aux enchères des articles en live. Donc t'es pressionné par le temps, par le nombre de personnes qui sont intéressées par l'article. Et si tu lis ça à la tâche que t'as envers la personne, plus toute ton attention qui est happée par absolument tout ce qui se passe à l'écran. Sur l'appli, on parle de gagner après un achat. Et elle est de plus en plus utilisée par les influenceurs. Et beaucoup plus encore par les TikTokers et les small business. Qui sont pour la plupart du dropshipping. Et je trouve que c'est la plateforme parfaite pour illustrer ce cycle de surconsommation. Parce que waouh. Et ils vont en plus avoir cette
cette audace quand les gens commenceront à râler et à questionner leur mode de consommation, leur surconsommation. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? Non. Et je trouve ça d'autant plus tristement drôle qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, on avait ce débat avec l'arrivée de Shein au BHV. De toute façon, ça a été un énorme flop, bien fait. On questionnait la consommation de la population un peu générale, mais derrière, t'as tous les influenceurs qui en sont à leur 5e vidéo de l'année. Je trie mon dressing. Et c'est toujours genre gros trie mon dressing, mais tu as le double de vêtements 6 mois plus tard. Tu te fous de la gueule de qui? Évidemment, ce débat est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en vrai, maintenant, les gens, ils cherchent plus à consommer ailleurs ou changer leur mode de consommation, ils cherchent à surconsommer ailleurs. Ce qui évidemment est complètement différent. Et évidemment qu'un débat, celui des influenceurs et des trimons dressing et celui de l'arrivée de Shein au BHV, ils peuvent totalement coexister et ils sont liés et c'est important qu'on en parle. Mais je trouvais ça un peu... C'est vraiment deux réalités totalement différentes. Les différentes prises de parole de la part du directeur du BHV qui nous parle de la difficulté de s'habiller quand on est précaire et qui rejoint pas mal le discours des influenceurs quand on les prend du doigt sur leur partenariat. Alors qu'en vrai, il essayait juste de sauver le BHV d'un bilan catastrophique et que finalement cette arrivée de Shein faisait juste partie d'une stratégie pour amener un nouveau type de personnes au BHV. Mais évidemment, ça n'a pas marché, déjà dû au prix pratiqué par Shein au BHV et surtout parce que beaucoup de marques ont décidé de partir de l'enseigne. Bon, ça c'était vraiment la comédie dell'arte parce que ces mêmes marques, elles bafouent le droit des travailleurs. Donc ils voulaient pas que leur image soit entachée par l'arrivée de Shein. Et ils voulaient pas qu'on les rende dans le débat encore plus sur les conditions de travail des personnes qui font ces vêtements. Des Ouïghours, des enfants, et même de personnes en âge de travailler mais qui ont des conditions absolument exécrables. Enfin, pour moi, je suis le seul qui pense que, bon déjà, je fais des tailles plutôt standards, donc en fait je peux m'habiller littéralement partout. Donc déjà mon avis compte un peu moins que des personnes qui s'habillent en grande taille, en petite taille, pour les sous-vêtements, les hauts bonnets, etc. Mais moi ce que je fais, c'est que je fais vraiment, ça peut être fast fashion, ça peut être une moyenne marque, c'est Vinted, c'est friperie. En fait juste je surconsomme pas, enfin j'essaie de ne pas surconsommer. J'achète les choses dont j'ai besoin, des fois j'achète un peu plus, il est vrai. Mais en fait tout ce que j'achète je le porte, surtout. Je vous dis ça mais en préparant la vidéo dans mes notes, je suis retombé sur une note qui date du 1er avril 2026. Vous avez dit quoi? Vous allez entendre. TikTok, je trie mon dressing, donc ensuite Vinted plus playlist du moment, genre avec les sons écrits. Bon après je trie mon dressing tous les 5 ans, hein. Mais ce qui est déjà même beaucoup. Ici il est pas question de dire moi je consomme mieux que... Mais juste j'en peux plus trier vos dressings en silence. Il y a des fois j'aime bien regarder ce genre de vidéos, mais parce que aussi en fait j'aime bien me divertir. Mais c'est juste difficile quand t'es aigri parce que du coup tu regardes la vidéo et en même temps t'es en mode mais... Et quand c'est une personne que t'aimes bien c'est encore pire. Bon après j'ai pas de relation parasociale avec les influenceurs. Mais bon vous voyez. Oh. Et puis de toute façon tous les cas sont questionnables, hein. Par exemple moi on a mes paniers Too Good To Go que je faisais sur TikTok il y a 2 ans maintenant, qui ont pour beaucoup contribué à ce qui est devenu Too Good To Go maintenant. Et je me rendais pas compte sur le moment, ou alors est-ce que je me rendais compte mais je voulais pas arrêter. On peut questionner tout type de consommation, même quand c'est de l'anti-gaspi. Bon l'application Too Good To Go est vraiment questionnable sur le principe, mais en plus ce qu'elle est devenue c'est... Oh. Là aussi je surconsommais, enfin je mangeais toute la nourriture mais je surconsommais quand même. Je tenais à m'excuser parce qu'en fait je l'ai jamais vraiment fait je crois. Et en vrai je pense, et c'est même sûr, même si c'était une hyperfixation, j'étais conscient quand même qu'il y avait des changements à la plateforme qui étaient liés à ma présence. Il n'y avait pas que moi qui faisais ça évidemment, et tout le monde s'est mis à en faire, et puis il y avait déjà des gens qui en faisaient avant moi, des paniers Too Good To Go qui les filmaient, qui les postaient, mais j'ai eu mon impact là-dessus et j'en suis vraiment désolé. C'est parti pour une dégustation de quéquettes. Et bon, c'est la 3e fois que le mec qui me donne l'heure pour les J. C'est la 3e fois qu'un livreur me reconnaît. Et là le dernier en date, il y a un mois et demi je crois. Il me regardait bizarrement déjà quand il arrivait dans mon hall, donc j'ai capté très vite. Il me donne le pochon et tout, il me dit mais t'es pas celui qui fait les paniers Too Good To Go? Oui. Et il me dit ah mais tu sais que là ils vont sortir une nouvelle application, faudrait que tu te branches hein, enfin en plus toi qui fais les paniers, ça pourrait être cool que tu fasses ça aussi. Bon je l'ai adoré, j'espère que ce divo va bien. La 2e fois que ça m'est arrivé, j'ai posté d'ailleurs sur Insta dans un dump. Bah, c'est un très belle personnalité, hein, clairement je pense que vous l'avez compris. Et elle m'avait reconnu, elle avait été trop gentille, c'était une diva, déjà c'est rare que ce soit une diva. Et ces anecdotes là de vie, ça fait partie des choses qui, vous savez quand ça vous arrive, je sais pas en fait je suis remonté chez moi, j'ai roulé et j'étais en mode putain la vie vaut tellement le coup quoi. C'est tellement drôle, c'est fun d'être en ligne parce que bon... Après je vous dis la vie vaut la peine d'être vécue et tout, mais j'écris une note en mars que j'ai retrouvée. Constamment l'impression d'être dans mes pensées, d'à moitié vivre les moments passés seul ou avec mes amis, mais en même temps les revivre 20 fois ensuite, en repensant à toutes mes dernières interactions. Ma tête se demande toujours ce que les gens pensent de moi dans la rue, après l'interaction et qu'importe l'interaction. J'écris ça sous J et après que quelqu'un ait commenté que je ressemblais à un personnage de Shrek sous un TikTok. Psychiatrie. Donc vous voyez, il y a des anecdotes de ma présence en ligne qui sont... C'est excellent. Pardon, mais j'arrive plus à... Enfin... C'est malheureux. Mais après je suis content que cette nouvelle génération ait leur truc. Je sais pas si vous vous posez des fois sur les quais, tout endroit où il y a des touristes dans n'importe quelle ville. Et les enfants généralement ils font ça, ils attendent que des gens leur répondent. Donc du coup tu leur réponds. Et ils sont heureux. Est-ce que c'est pas ça le principal? C'est qu'ils sont heureux. Bon après ils sont très jeunes, du coup t'es en mode mais bah ouais vous avez téléphone à 7 ans. Enfin la société dans laquelle on vit. J'ai pas envie d'en parler. Fuck that bitch. Je parle de cette société, mais il y a quelques jours j'ai quand même pleuré. Enfin j'avais les larmes aux yeux devant un TikTok sur Beyoncé avec Michael Jackson. Et vraiment j'ai pleuré parce qu'elle me manque. Donc j'ai pas de relation parasociale avec les influenceurs, certes, enfin j'en ai plus. Mais maintenant ouais. Enfin après j'ai pas de relation parasociale avec Beyoncé.
Ok. Enfin, j'ai trop hâte de l'acte 3, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Demain est le Met Gala, c'est le retour de Beyoncé au Met Gala. Et j'espère tellement qu'elle va annoncer un single pour l'acte 3. Je vous en supplie. L'acte 3 en plus rock. Oh là 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 là. Si vraiment il y a un single qui sort demain soir, je sais pas où vous vous situez, mais vous allez m'entendre crier. Bon bah finalement pas de single, hein. À la place on a eu la candidature de Mélenchon à la présidentielle. Et vous savez quoi? Finalement ça m'a remis les idées en place. J'espère toujours un single, mais concentrons-nous sur ça d'abord. Hier je suis tombé sur un tweet qui était tellement drôle. Mais c'est vraiment ce que je ressens quand je pense à Beyoncé. Enfin, je pense très souvent à l'acte 3 et j'ai cette routine maintenant de dès que je suis triste. Voilà, déjà j'écoute ses albums de manière journalière, mais j'ai pris cette routine de pendant les marches anti-dingo que je fais généralement le soir quand je suis pas bien parce que je veux pas croiser de gens. Et je prends un album, ça peut être Lemonade, Coyboy Carter, Renaissance, Fort, I Am Sasha Fierce, B-Day qui est l'un de mes préférés, Dangerously in Love qui est l'un de mes préférés, The Gift, l'un de mes préférés aussi, Homecoming Live, enfin, le Self-Titled. Le fait que je l'ai oublié carrément. Et avant je comprenais pas les gens fans d'artistes. Je vous assure que pendant des années je ne comprenais pas. J'avais pas le jugement, mais je posais quand même un certain jugement. Mais c'est qu'en fait je comprenais pas qu'on aime un musicien ou un réalisateur, une réalisatrice, un peintre, j'allais dire une peintresse. Bah vous savez la fameuse pin peintresse quoi. Et des fois je repense à cette période là de ma vie et je me vois maintenant avec Beyoncé. Bah, j'ai des petites nouvelles à t'annoncer, hein. J'arrive à dissocier et me dire que voilà c'est une milliardaire, qu'elle fait partie d'un système d'oppression, que tu peux pas devenir milliardaire de manière éthique, enfin. Mais le fait est qu'elle est ultra talentueuse. Là en mettant ma ring light, en allumant ma bougie, en allumant ma lampe, j'ai écouté Dangerously in Love et plus particulièrement Signs et Speechless qui sont à la suite. J'ai tellement hâte. Oui, je vais espérer dépenser mes derniers euros quand elle va annoncer la tournée et je vais aller la voir. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Enfin, j'étais la voir pour Coyboy Carter. C'est le meilleur concert que j'ai vécu de toute ma vie. C'était tellement bien. Je suis allé la voir 2 fois. J'ai eu ce privilège là de pouvoir acheter 2 places. En fait, là, je pense déjà à cette liste de la tournée. J'espère qu'elle va prendre du Dangerously in Love, du B-Day, les visuels, les interludes, les. Oh. Mais par exemple il y a plein d'artistes que j'adore. Mais je déteste aussi que tout soit tourné autour du merch. Mais aussi et surtout il y a les produits dérivés, des grosses productions telles que Wicked par exemple. Wicked que j'ai adoré, hein, c'est pas la question. Enfin Defying Gravity et No One Month the Wicked étaient dans mes titres les plus écoutés. Gay. Avec Wicked on a vu du mobilier, des vêtements, des bougies, de l'alimentaire. Enfin c'était sociétal. Mais en même temps, demandez-moi si j'ai acheté le whisky de Beyoncé, Sir Davis. Oui. J'assume totalement, je suis une grosse chienne. La bouteille dans ma cuisine, je n'ai même pas le whisky. C'est mon meilleur ami qui l'a bu, moi je l'ai juste goûté. Parce que quand je me suis fait retirer mes dents de sagesse, je suis tombé sur plein de TikTok de Beehive qui testaient le whisky et disaient en mode il y a un petit goût vanillé et tout. J'ai arrêté de boire depuis 5 mois en plus, mais la bouteille je vais l'utiliser comme bouteille d'eau. En fait je trouve ça trop fun le merch artiste parce que ça combine le fait de s'habiller, mais en même temps de lier tes goûts vestimentaires à tes goûts musicaux. Et tout le merch que j'ai, bah, je le porte et je le porte à répétition. J'aime trop. Donc on en revient encore une fois à la consommation. Enfin vous voyez, tout est... Et attendez, là je vois que ça fait presque 1 heure que je tourne et j'ai même pas parlé de mes lectures. Depuis que je vous ai parlé, j'ai lu Bonjour Tristesse de François Sagan, qui a été conseillé par le papa d'Esther, le père d'Esther Luxey, que j'ai adoré. Quand j'ai dit à une amie que je l'avais lu, elle m'a dit oh non mais tu l'as pas lu en été au bord de la plage. Je lirai d'autres livres de François Sagan parce que c'était une très très bonne lecture. À chaque fois que je le posais, j'avais envie de le reprendre, Excellent. Je crois que je l'ai trouvé chez Gibert en occasion il me semble. Juste après Marguerite Duras, Les petits chevaux de Tarquinia, lecture différente et en soi assez liée. Et c'est encore une fois le père d'Esther qui me l'a conseillé. Donc en fait je comprends et j'ai adoré que les deux se suivent parce que c'était une lecture aussi très excellente. En plus je le lisais sous J. Donc en fait quand tu lis, quand tu vois l'écriture et les journées qui se répètent et t'es en mode est-ce que je deviens fou? Mais c'était une très bonne folie. Enfin vraiment. Et je lirai plus de Marguerite Duras, vraiment. Après pour l'instant j'avoue que j'ai pas forcément de lecture qui me déplaisent, enfin j'en ai qui me plaisent moins. Mais comme je suis au début, je pense que j'ai un peu ce truc de ah un livre. She's excellent. She's just excellent. Donc je pense que mes goûts vont s'affiner de mois en mois. Quand j'ai filmé la dernière vidéo, j'étais en train de lire Le Triomphe des émotions de Dominique Moïsi. La géopolitique entre peur, colère et espoir. Il segmente plusieurs parties du monde en 3 émotions différentes. Enfin, c'est intéressant parce que ça t'en apprend beaucoup sur les différentes régions du monde en se basant sur des cas très précis. Il y a certains avis qui m'ont fait rouler des yeux, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Nuit d'épines de Christiane Taubira. C'était ma 2e lecture après En finir avec Eddie Bagel qui était donc ma première lecture. Et en fait je l'avais arrêté en cours de route parce que j'arrivais pas à détacher les vraies informations de juste quelques références, etc. J'ai eu du mal. Et en fait je l'ai repris juste après avoir posté la vidéo je crois. Je l'ai dévoré en très peu de temps. Elle aborde énormément de sujets. Elle parle notamment de sa période de garde des Sceaux, de son poste de ministre sous Hollande. C'est très intéressant. Elle parle de son enfance en Guyane. Alors ici je trouve que j'ai pas assez rendu justice à ce livre et même aux autres lectures. Je vous lis pas la 4e de couverture parce que je pars du principe que vous pouvez aller la lire sur internet si ça vous intéresse. Mais dans Nuit d'épines, elle aborde des sujets tels que la mort de sa mère, de la colonisation, de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, de la loi Taubira évidemment, des attentats en France quand elle était encore en poste et de l'utilisation de l'état d'urgence. Et elle rappelle l'origine de l'état d'urgence et la première fois qu'il a été utilisé en 1955
pendant la guerre d'Algérie. Sa démission après que Hollande ait parlé de la déchéance de nationalité. C'est une lecture édifiante, elle est sourcée, elle est aussi rythmée par plein de poésie, de textes, de musique. Je conseille à 100%. J'ai adoré la lecture. Et évidemment, pendant après plusieurs jours, j'ai regardé la plupart de ses prises de parole à l'Assemblée nationale. Elle est captivante. Et encore une fois, je mets aucun politique sur un piédestal. Mes lectures délicieuse. Et là en ce moment je lis Pierre Hadrian, Hôtel Romain. J'ai lancé un club de lecture avec mes amis, donc on l'a acheté ensemble ce livre. C'est sur l'écrivain italien Cesare Pavese. Pierre Hadrian, il va revenir sur sa vie, sur des passages de sa vie, etc. Je suis en plein milieu et c'est une très bonne lecture. Et depuis j'ai fini Hôtel Romain, et quelle ne fut pas ma surprise quand dans une des pages il parlait de Marguerite Duras et des petits chevaux de Tarquinia. Marguerite Duras s'inspira même de Boca di Magra pour décrire une station balnéaire jamais nommée dans les petits chevaux de Tarquinia. Là il la cite: c'était un petit village au bord de la mer, de la vieille mer occidentale la plus fermée, la plus torride, la plus chargée d'histoire qui soit au monde, et sur les bords de laquelle la guerre venait encore de passer. Je vous conseille aussi, vraiment trop bien. Et d'ailleurs merci beaucoup pour toutes vos recos que vous m'avez donné sous la vidéo. J'en ai noté plein. Et oui, dans ma dernière vidéo j'ai parlé de la petite dernière parce que je l'ai lu. J'ai regardé le film, je l'ai fini vraiment cet après-midi. Je vous conseille d'aller lire le livre, même si j'ai aimé le visionnage du film. Évidemment, enfin dans un livre tu peux être beaucoup plus d'informations que dans un film quoi. Je crois que c'est juste le format que j'ai préféré. Je m'écoute parler. Ah, ça va être de pire en pire. Attendez, je vais chercher une synthèse. Je suis très étonné que ma caméra tienne. J'ai encore du temps. Excellent. Il y a aussi ça suite à ma dernière vidéo. On m'a envoyé plusieurs fois la story de Je ne suis pas jolie, que je regardais en plus quand j'étais plus jeune avec ma soeur et tout. Je me souviens quand j'habitais chez ma mère. Je sais pas pourquoi je suis nostalgique de cette période alors que j'avais déjà envie de sauter, mais bon. Et dans sa story elle trouvait ça révolutionnaire que Claude fasse son panier de courses en ligne. J'ai absolument oublié de screen record la story et je pensais la retrouver mais je n'ai pas réussi. Pardonnez mon père parce que j'ai mal hashtagué. Fallait me voir quand j'ai cliqué sur la story. En fait c'était les termes utilisés et c'était le fait que même des courses tu peux pas les faire toi-même. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on vit dans un monde de quoi? Vous croyez que parce qu'on est youtubeuse on a des vies parfaites? Et ce qui fait je trouve le plus peur, c'est la place qu'a prise l'IA aussi rapidement. Enfin je veux dire, on en vient à un point de demander à une IA de faire tes courses, de préparer ton drive. J'avais une artiste IA que j'avais enregistrée, Sienna Rose Golden Skin. Elle avait dû m'être recommandée après une écoute d'album ou un truc comme ça. Et un jour j'ai découvert que c'était une artiste IA. Enfin artiste et IA, c'est fou déjà. J'avais l'impression d'être tellement vieux. Je vous jure que mon ego a pris un coup en mode hey. Ah voilà, la caméra qui clignote. Je me disais bien aussi que j'avais filmé longtemps. Comme d'hab j'avais plein de trucs à dire, je voulais vous recommander des podcasts, Kitchen Mitch, des films vus, des séries et tout. Je voulais vous parler d'Olivia Dean aussi, oui. Olivia Dean, ma pépette quoi, j'aime trop. Bon, j'avais des anecdotes aussi, ce sera pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la booster, à mettre un petit commentaire de référencement, à ce qu'on papote quoi finalement. Enfin vraiment, j'ai passé ma semaine à répondre à vos commentaires et vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir. Moi encore une fois qui essaye de creuser notre relation parasociale. Merci pour tout, vraiment merci pour tout, je suis tellement content. Ferme ta gueule. On se retrouve si vous voulez sur Insta et sur TikTok. C'est là que je parlerai plus de livres, enfin si les gens veulent pas regarder, ils passent quoi. Alors que là une vidéo YouTube de 20 minutes, si tu veux pas regarder, bah, enfin oui tu peux ne pas regarder, mais c'est juste une vidéo en moins si vous aimez bien, vous avez compris. Ou alors il faudrait que je sois un format de vidéo que je change une fois par mois, où je peux caler les livres et les films que j'ai vus, les musiques. Bref, je vous fais de gros bisous, on se dit à la semaine prochaine. Écoutez, on va essayer, jusqu'à temps que je me porte l'œil et que je ne poste pas. À la prochaine, prenez soin de vous. Je sais jamais comment finir, mais prenez soin de vous. Bisous.